Aujourd'hui, je suis ravi de vous voir, on va parler de l'énergie. L'énergie, c'est une notion qui est facilement importante en physique, et en tant que physicien, lorsqu'on a un système, il y a à peu près 3 choses qu'on regarde de manière systématique. La première, c'est l'énergie, parce qu'effectivement, on peut toujours suivre l'énergie. Il y a un principe de Lavoisier que vous avez sûrement déjà entendu, vous avez des infos, mais les chimistes le connaissent bien. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a une autre chose qu'on va regarder pour être sûr de bien comprendre un système, on va regarder les symétries. La plupart des systèmes ont des symétries qui apparaissent et on peut les exploiter pour simplifier nos calculs et puis la compréhension du système. Puis une dernière chose qui apparaît tout le temps, donc très souvent en physique aussi, ce sont les cycles. Beaucoup de choses sont circulaires, c'est pour ça que vous allez beaucoup voir des oscillateurs, vous allez voir des variations périodiques. Ça, c'est vraiment les 3 choses que vous allez toujours retrouver si vous voulez chercher à comprendre plus en profondeur un système physique. Cette fois, on va vraiment s'arrêter sur l'énergie, et puis on va ensuite voir que dans l'exercice, il y a effectivement ces 2 autres critères qui peuvent apparaître, qui vont nous servir. L'énergie. Alors, j'adore l'énergie, parce qu'elle n'est pas toujours bien comprise, dans le sens où on a des abus de langage. Vous connaissez tous une personne qui vous a dit « Ah oui, cette personne, elle dégage des bonnes énergies. » Je sens qu'il y a des bonnes énergies dans cet endroit. Ça, c'est très commun, on a vulgarisé cette notion-là. En tant que physicien, vous devez vous poser la question, quand on parle d'énergie, on parle de quoi? On parle d'unité. Donc c'est quoi l'unité de l'énergie? Le joule. Très bien. On le définit en joule. C'est quoi les joules? Masse, kilogramme, vitesse carré. Alors, tu as des kilogrammes, c'est vrai. Mètre carré. Tu as des mètres carrés, Seconde c'est vrai. Et tu as des secondes au carré qui divisent le tout. Ça, c'est notre système lorsque vous avez des joules, il est construit comme ça. Pourquoi c'est important de regarder absolument les unités? Pour voir si c'est cohérent. Pour voir si c'est cohérent, c'est très juste. Mais ça nous donne aussi une information sur la nature de ce qu'est l'énergie d'ici. Qu'est-ce que je vois quand je décompose ça? Moi, d'un côté, je vais des kilogrammes fois des mètres divisé par des secondes au carré, et je vois d'un autre côté une multiplication par des mètres. C'est quoi ça? C'est de force. Force. Et masse fois des mètres divisé par des secondes au carré, c'est une masse fois une accélération, ceci est bien une force. Et ici, on a simplement des mètres, c'est une distance. Ça nous donne une véritable explication de comment on construit l'énergie. L'énergie, c'est une force qui est appliquée sur une certaine distance. Voilà pourquoi on va d'abord regarder les unités. Vous vous êtes demandé, dans ce monde, il y a une différence entre ce qu'on appelle des énergies potentielles et puis d'autres types d'énergie. Nous, on va se focaliser sur les énergies potentielles. Par définition, une énergie potentielle, elle découle d'une force qui est conservative. Dans le cours, vous allez trouver plusieurs définitions. Vous pouvez toutes les apprendre. Posez-vous plutôt la question, quand vous voyez une force, où va l'énergie? Une force conservative, quand vous soulevez un objet, vous vous rendez bien compte qu'il y a une forme d'énergie qui est dedans par rapport à quand il était en bas, et elle reste là-dedans. Une autre force qui, elle, n'est pas conservative, ça va être la force de frottement. Lorsque vous avez un objet qui tombe, plus il va vite, plus les frottements vont générer de la chaleur, et puis cette énergie thermique va être dissipée dans le milieu. Alors à très large échelle, on a toujours une conservation d'énergie, mais quand on essaie de se focaliser uniquement sur l'objet qui subit les frottements, on va bien voir une perte de l'énergie. Donc là, on va vraiment se focaliser uniquement sur ce qui est énergie potentielle et force conservative. Donc vous avez justement vu 3, voire 4 de ces énergies. La première, la plus connue. Cinétique. Ouais, ça marche. Je veux une autre d'abord. Mécanique. Potentiel. L'énergie potentielle gravitationnelle. Voilà. Ok. Elle s'écrit comment? MGZ. MGZ, dans le cadre où effectivement Z c'est notre différence de hauteur, enfin notre point de référence et la hauteur acquise pendant le processus. La deuxième, que j'ai entendue avant, Cinétique. cinétique, exactement. Énergie cinétique qui s'écrit 1/2 de masse fois la vitesse au carré. La troisième, Mécanique. ouais, la mécanique ça va regrouper à peu près tout ça. Élastique. Hein? Potentiel élastique. Très juste. Potentiel élastique. Cette énergie, elle représente l'énergie emmagasinée dans un ressort que vous étirez ou que vous compressez. Tant qu'il n'est pas à l'état de repos, il y a une énergie à l'intérieur, et puis elle s'écrit énergie ressort, par exemple, c'est égal à 1/2 de kx
au carré. Vous connaissez le cas, vous connaissez... Voilà, on va pas refaire ça dessus. Et puis il y en a une quatrième que vous allez voir prochainement. Vous avez déjà vu. Ah ouais, t'as mis ce carré, le truc avec les mains. Non, Ouais. non, ça c'est ça, oui. Non, il y en a une quatrième que vous allez utiliser. Je vais la mettre là. Hop. Non, c'est une énergie de rotation. En fait, si vous regardez un objet qui n'est pas défini simplement par un point matériel, vous allez voir qu'il a une géométrie, et le fait d'engendrer une rotation dans sa géométrie va emmagasiner de l'énergie. Pour un exemple tout bête, à 100 mètres d'ici, il y a le réacteur à fusion thermonucléaire, le tokamak, le TCV, qui est une très belle machine. La première fois qu'ils ont essayé de l'allumer, ça consommait tellement d'énergie qu'ils ont éteint Lausanne, un peu comme ça. Ils ont éteint tout Lausanne. Ils se sont rendus compte qu'il leur fallait peut-être un accumulateur avant pour faire ça, et que juste à côté de ce réacteur, vous avez un petit bâtiment avec un énorme cylindre dedans en métal, qui tourne et qui a en fait pour but d'emmagasiner l'énergie. Et on va retirer l'énergie en freinant ce cylindre, l'énergie à l'intérieur de sa rotation. Et quand vous voulez écrire une énergie due à une rotation, vous allez sur un énergie rotation. Ça va être une demi IG, qui est le moment d'inertie d'un objet, donc vous allez voir sur ce prochain jour, fois oméga carré, qui est la rotation propre de l'objet. Ce que vous dit cette dernière énergie ici, c'est vraiment très très fort. C'est que l'énergie dans un objet va dépendre effectivement de sa géométrie. Vous allez voir que IG, c'est une valeur qu'on attribue à une géométrie particulière qui va donner une information sur la difficulté à engendrer une rotation dans un objet. Et donc, une fois que l'objet est en train de tourner, il y a une énergie qu'on pourra définir comme ça. On va pas voir directement, mais je veux que vous sachiez qu'elle existe. Donc ça, c'est les énergies qu'on va utiliser. Et puis, une fois qu'on s'est amusé à définir l'énergie dans le système, on va essayer d'avoir d'autres informations. Quelles sont les autres informations qu'on peut avoir? Ok. Alors, je vais déjà essayer de me poser une question sur l'énergie. On a dit qu'il y avait un rapport avec une force, on l'a vu juste avant. Vous connaissez la définition de l'intégrale d'une moins l'intégrale d'une force? L'énergie potentielle est égale à moins l'intégrale d'une force, dx par exemple. Et ça, c'est très très important. Pourquoi je sais? Et qu'est-ce qui m'a indiqué ça? Ouais, il y a ce qu'on a vu avant. On a une force et puis on a besoin de mettre une distance, par exemple. Mais il y a une structure que je vois apparaître ici, et puis également dans l'énergie de rotation, qui est de une demi de, je vais dire quoi, IG, oméga carré. Il y a une structure qui apparaît. Vous avez pas Si on dérive, ça fait M fois. Oui. Exactement. Ce que vous avez ici, quand vous avez une force, quand vous l'intégrez, vous allez effectivement avoir la variable qui va prendre une puissance, et vous allez avoir le 1/2 qui arrive devant. Ceci, la structure que vous avez, le 1/2 et le carré, est une signature du processus d'intégration de la force pour pouvoir trouver l'énergie correspondante. Si je vous donne un exemple concret de cette formule-là, l'énergie potentielle est égale moins l'intégrale de la force, eh bien, on va faire le test avec celle-ci. Tout le monde connaît la force de rappel. Une force de rappel est définie comme moins kx. Déjà vu? Nickel. Maintenant, je veux trouver l'énergie du ressort. Je dois faire donc moins l'intégrale de la force de rappel, qui est moins kx, et différentiel de la variable. Parce qu'il y a toujours une variable qui va principalement définir notre énergie, peut-être des fois plusieurs variables, mais en tout cas c'est dx ici. Faites ce calcul, ça vous donne bien positif, un k, un x qui va devenir au carré, et puis un 1/2 qui arrive dedans, avec un 1/2 de kx au carré. Voici comment vous trouvez l'énergie à l'intérieur d'un ressort par rapport à un déplacement en partant de l'expression de la force. Clair pour tout le monde? Si vous comprenez ça, tout le reste sera vraiment beaucoup plus simple. Parfait! Alors une fois qu'on a construit ça, c'est bien joli d'avoir les énergies, mais comme je vous ai dit juste avant, on veut des informations sur le système, et puis on va s'amuser à caractériser les différentes informations qu'on a. Donc, quand on a un système qui est en évolution avec des énergies, on va surtout chercher des points d'équilibre. C'est très important les points d'équilibre parce qu'il y a des endroits où l'énergie va bouger un peu moins. Et pour trouver les points d'équilibre, lorsqu'on a une fonction E qui dépend d'une variable x par exemple, on va chercher les points d'équilibre en faisant d de E sur dx et on va l'égaliser à 0. Les points de la dérivée de l'énergie
qui sont égales à 0 vous donneront les variables qui vous indiquent les points d'équilibre. Donc vous allez faire ça et vous allez trouver peut-être plusieurs valeurs. Et puis pour chacune de ces valeurs, ensuite on va essayer de trouver, ok, c'est quoi comme type d'équilibre. Dans un type d'équilibre, il y en a 3 que vous pouvez vous représenter très facilement. Le premier, c'est stable. Vous avez une boule qui est au fond d'une petite cuvette en U. Si vous poussez votre balle à droite ou à gauche, hop, elle va revenir à sa même position initiale. Donc ça, c'est vraiment un équilibre stable. De l'autre côté, hop, on a une balle qu'on met sur une petite colline comme ça, vous la poussez à droite ou à gauche, elle va grandement s'éloigner de sa position d'équilibre. Ça, c'est un équilibre instable. Et finalement, le dernier, hop, c'est l'équilibre indifférent. Je suis à plat, j'ai une petite boule, je pousse à droite, je pousse à gauche, elle va simplement trouver un équilibre un peu plus long. Ça, c'est les 3 types d'équilibre, et ceci a une véritable valeur numérique qu'on peut trouver dans nos formules. Hop. Et pour trouver la valeur, on va partir sur la deuxième dérivée. Hop. Et puis là, on va mettre l'ensemble des valeurs d'équilibre, on va les injecter dans cette dérivée, et on va regarder le résultat. Soit le résultat est plus grand que 0, et dans ce cas-là, vous avez un équilibre qui est instable. Un équilibre, si la valeur vous donne plus petit que 0, c'est un équilibre stable, et puis si vous avez la valeur qui est égale à 0, vous avez un équilibre indifférent. Ça, c'est vraiment comment on cherchait la logique. On va poser notre problème, sommer les énergies, définir une fonction totale de notre énergie de notre système, dériver pour trouver les points d'équilibre, implémenter ces points d'équilibre dans la seconde dérivée, établir si c'est stable, instable, indifférent. Ça, c'est vraiment la logique que je vous retenez. Le cours, c'est ça. Alors, je vous disais qu'une des choses très intéressantes, c'était les notions de symétrie, les notions d'énergie et les notions de cycle. Paul Dirac, en 1930, s'intéressait au problème d'un atome qui est collidé par un photon qui est d'énergie 2mc², et ce qu'il observait, c'était que nous avions une formation d'un duet positron-électron. L'électron et le positron sont Le positron est l'antiparticule de l'électron, et lorsqu'ils rentrent en contact ensemble, ils s'annihilent dans un flash de lumière et libèrent de l'énergie. Sauf que l'arrivée de cette énergie n'est pas expliquée correctement. Paul Dirac, il a dit, si on avait une symétrie dans l'énergie au niveau du désert quantique, où on a un zéro d'énergie qui est ici, on a notre monde avec une énergie positive qui est ici, et on peut représenter une symétrie avec un monde qui est complètement rempli d'énergie négative. Ce qui se passe dans ce genre de cas, où il y a une énergie qui est libérée, il estime que c'est un trou dans cette énergie négative qui se retrouve dans notre monde lors de ce phénomène, et on a bien une énergie négative qui est transformée d'un autre côté, où on a ici quelque chose qui est plus petit que 0, et quand il passe ici, hop, on voit un E qui est plus grand que 0. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette distribution, on peut rendre compte de petites perturbations à l'horizon de cette mer d'énergie, qu'on appelle la mer de Dirac. Ce qui est excessivement intéressant pour la physique là-dedans, c'est que lorsqu'on s'est rendu compte expérimentalement qu'il y avait cette énergie, l'énergie du vide, avec un effet Casimir, on s'est dit, on veut la calculer. Expérimentalement, dans un mètre cube, on a défini que l'énergie du vide était en joules de l'ordre de 10 puissance moins 9. Intéressant, 1 milliardième de joules d'énergie de vide dans un mètre carré. Puis après, on s'amusait à faire la théorie, et puis l'électrodynamique quantique est venue, a fait tous les calculs pour essayer de montrer quelle était la valeur de cette énergie du vide, et puis ils ont trouvé une valeur théorique qui est égale à 10 puissance, vous avez une idée? L'énergie du vide, elle est à 10 puissance 110. On appelle ça la catastrophe du vide. Jamais il n'y a eu une telle différence entre ce qu'on a prévu théoriquement et ce qu'on a découvert empiriquement. Les gens qui ont réussi à trouver autant la valeur empirique que la valeur théorique sont les gens les plus brillants sur cette Terre. Ils n'ont pas fait d'erreur. Ça montre juste qu'un tel écart qui est de l'ordre de 120 ordres de grandeur, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a vraiment pas compris sur notre monde. Et puis là, ça vaut la peine de creuser. L'énergie, c'est très beau,
Il y a plusieurs manières de le voir. Vous allez voir des symétries, des cycles, et surtout apprendre à l'utiliser pour comprendre un système. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée.